Merci Benoît Duquesne. Nous allons tout de suite retrouver en direct de Fréjus François Léotard, le ministre de la Défense. Bonsoir Monsieur le Ministre. Avant d'évoquer tout à l'heure le côté diplomatique ou politique de cette affaire, une ou deux questions sur le plan purement militaire. Est-ce qu'il est tout à fait exclu que les troupes françaises pénètrent dans les zones contrôlées par le FPR? À l'heure qu'il est, les instructions que nous avons données à nos forces sont de deux ordres. D'une part, développer l'action humanitaire, c'est-à-dire reconnaître les lieux où des gens sont menacés ou dans des situations de difficultés sanitaires ou de famine. Et la deuxième mission est de ne pas s'approcher, la deuxième consigne plus exactement, est de ne pas s'approcher de la ligne de front. Vous savez, la ligne de front traverse le Rwanda à peu près du nord au sud et vers le sud sur la route qui va de Kigali à Bujumbura, au Burundi. Eh bien, pour l'instant, nous nous efforçons de ne pas nous approcher de cette ligne qui, effectivement, peut être une ligne de confrontation entre l'armée rwandaise et les milices et le FPR. Précisément, François Léotard, il y a eu un certain nombre de tensions à des barrages aujourd'hui et le général Germanos, qui est sur place, qualifie de fragile la situation. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet? Il a raison et je voudrais vous dire que le reportage que je viens de voir est tout à fait intéressant et positif, incontestablement, pour l'action que nous menons. Mais il faudrait se garder de toute satisfaction prématurée. En effet, la situation est très fragile, le général Germanos a raison de le dire. Elle est marquée par beaucoup d'incertitudes. Nous ne savons pas tout de la situation. Vous savez, nous avons actuellement, par exemple, au Rwanda, moins de 500 hommes, et sur une région qui est quand même relativement vaste. Et donc, nous ne savons pas, vous l'avez vu d'ailleurs dans le reportage, la totalité des situations de détresse que nous pouvons rencontrer. Et je crois qu'il faut être très très prudent. Je rappelle que notre rôle est d'attendre l'arrivée de la MINUAR 2, c'est-à-dire de la Force des Nations Unies, qui devrait nous remplacer. Et nous le souhaitons, et je le souhaite bien sûr, nous remplacer le plus vite possible. Alors nous tâtons le terrain, nous regardons ce qui se passe, nous écoutons ce que l'on nous dit, nous allons là où on nous décrit des situations de détresse ou de péril, et puis ensuite, eh bien, nous regardons ce que nous pouvons faire physiquement. François Léotard, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question un peu plus personnelle. Je voulais savoir ce que vous ressentiez en voyant à travers ces images les hommes de l'armée française à l'œuvre actuellement sur ce terrain difficile. Comme responsable de la défense, je suis très heureux de voir des militaires français bien accueillis, bien entendu. Je dois souligner que nous ne savions pas ce que serait cet accueil. Ça pouvait être dangereux ou difficile. Et ça peut l'être demain matin. Donc nous devons être très attentifs, très prudents. Il y a ce mouvement de générosité qui, je crois, pousse beaucoup de Français à aider un pays en détresse. Mais il y a aussi, pour le gouvernement, la volonté de ne pas mettre en péril nos hommes et de ne pas provoquer par une présence militaire, qui reste une présence militaire, bien entendu, même si elle a une volonté pacifique et un objectif humanitaire, de ne pas donner à cette présence un caractère qui pourrait provoquer l'une ou l'autre des deux parties en présence. Et c'est très délicat. Vous avez vu que les hommes qui le font avec beaucoup de finesse, de doigté, mais c'est une situation très difficile, car il n'y a pas affrontement, nous ne le voulons pas. Et pour un militaire, c'est bien sûr, ça suppose beaucoup de maîtrise de soi, avec des moyens qui sont relativement modestes, il faut le dire, et avec ensuite une question forte, qu'est-ce que nous faisons des réfugiés ? Comment faisons-nous? Et donc nous sommes en contact par exemple aujourd'hui avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour faire en sorte que derrière nous tout de suite, il puisse y avoir des secours en vivres, en médicaments, en médecins, qui permettront à ces réfugiés d'être traités convenablement. Nous allons évoquer cet aspect douloureux du problème dans un instant. Merci François Léotard. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour évoquer rapidement l'aspect plus diplomatique de ce dossier. En tout cas, un certain nombre de militaires français sont au Rwanda depuis plusieurs jours, avant même le déclenchement de cette opération, avec une présence extrêmement discrète. Il s'agit en effet pour eux d'évaluer les moyens logistiques, de localiser les camps et surtout de renseigner le quartier général sur les risques encourus par les soldats français. C'est la mission de commandos très spéciaux de l'armée française, les CRAPS. Précision avec Stéphane Magnier. Le seul patron à bord, c'est le moniteur. Si le moniteur vous dit « Stop, c'est pas bon, vous recommencez », vous fermez votre gueule et vous recommencez. Si vous voulez leur faire plaisir, appelez-les les Rambo de l'armée française. Les voici filmés sur leur piste d'entraînement au Gabon, à l'embouchure du fleuve Malibé. C'est la piste la plus dure du monde. Ils en sont très fiers. Ils, ce sont les CRAPS, traduisez commandos de recherche, d'approche et de protection spéciale de l'armée française. Ils sont ici filmés sans armes, mais ça suffit, vous avez compris. Ce sont des combattants particulièrement redoutables quand ils sont lâchés en forêt. Dans le cas d'opérations spéciales ou particulièrement dangereuses, ce sont ces hommes qui sont envoyés en éclaireur.
Ils sont formés à toutes les privations et à tous les combats. Allez, il y en a qui foutent rien, il faut qu'ils aillent devant là les gars. Allez. Leur mission type, être infiltrés en territoire hostile pour nettoyer les lieux et donner le feu vert aux opérations militaires. Enfin, les opérations que l'on voit, car eux en général sont déjà sur place, mais discrètement. Car la guerre, ils aiment ça, ils ne demandent que ça, et il vaut mieux les laisser loin des regards quand le militaire veut officiellement faire de l'humanitaire. Au total, environ 2500 soldats français vont être donc engagés dans cette opération turquoise, dont 1500 étaient déjà prépositionnés, comme on dit, dans l'armée sur le continent africain, un millier d'autres étant acheminés de métropole. Tous ces hommes sont répartis sur 2 bases arrières à la frontière du Zaïre. Précision avec François Cornet. L'opération turquoise au Rwanda mobilisera effectivement au total 2500 militaires français, tous volontaires et appartenant aux unités d'élite de la force d'action rapide, infanterie de marine, légion étrangère et 11e division parachutiste. À ce dispositif se sont joints des commandos de l'air, de la marine ou de l'armée de terre. Pour l'instant, près de 1500 hommes puisés dans les forces françaises prépositionnées en Afrique, Gabon, Centrafrique, Sénégal et Réunion, ont été déployés sur 2 bases en territoire zaïrois. Goma au nord et Bukavu au sud, près de la frontière rwandaise. Le millier d'hommes complétant ce dispositif devrait arriver sur place dans les 2 prochains jours. Première mission des forces françaises à partir de ces 2 bases au Zaïre, l'évaluation en territoire rwandais des besoins humanitaires dans les camps de réfugiés Tutsis, tant dans les domaines de la santé que ceux du ravitaillement en vivres. Des opérations à caractère ponctuel, limitées pour l'instant au sud-ouest et à l'ouest du pays. L'objectif n'étant pas de s'implanter au Rwanda, mais d'effectuer des incursions en territoire rwandais en évitant soigneusement tout contact avec l'armée rwandaise, essentiellement Hutu, qui considère les Français comme des alliés, que les éléments du FPR de l'ethnie Tutsi, qui les voyaient jusqu'à présent comme des ennemis, mais qui ont aujourd'hui assoupli leur position à l'égard de l'opération turquoise, déclarant qu'elle ne s'opposerait pas à cette intervention si elle demeurait strictement humanitaire. En écho à ce bémol, l'échelon médical militaire français d'intervention rapide déploie son hôpital de campagne à Bukavu. Parallèlement, la coordination des militaires avec les organisations humanitaires se met en place, comme l'a souligné François Léotard. Les ONG, sous la protection des soldats de Turquoise, seront chargés du ravitaillement et de l'aide médicale aux réfugiés. Fin prévue de l'opération Turquoise, fin juillet, après que les forces françaises, africaines ou européennes, qui pourraient à leur tour s'engager dans cette intervention à caractère humanitaire, aient passé le relais au casque bleu de l'ONU. Retour à la situation sur place et précisément dans le centre de ce pays, à Kigali, la capitale. Encore des combats ce matin au mortier ou encore à l'arme légère. Les responsables des Nations Unies sur place ont été contraints de suspendre leur projet d'évacuation de réfugiés bloqués derrière les lignes de front. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct au téléphone notre envoyé spécial, Laurent Boussier, qui est là-bas avec Jean-Marie Lemaire et Gérard Flégeau. Laurent Boussier, bonsoir. Quelle est la situation sur le plan militaire ce soir ? Écoutez, après les combats et les bombardements de ces derniers jours, la nuit dernière et la journée d'aujourd'hui ont été à peu près calmes à Kigali. Il y avait même un cessez-le-feu qui avait été négocié pour aujourd'hui entre 8h et 12h, enfin 8h ce matin et midi par l'ONU avec les belligérants. Mais comme vous l'avez dit, un cessez-le-feu à Kigali, c'est quand même des coups de canon, quand même des coups de mortier et quand même quelques combats à l'arme légère. Vous avez assisté aussi à la manifestation anti-française dont on a pas mal parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les manifestants étaient nombreux? Et sur quel slogan? Écoutez, c'était une manifestation qui a eu lieu hier après-midi. Quelques milliers de femmes et d'enfants, avec quelques hommes aussi, réunis par le FPR pour une démonstration anti-française où évidemment le président Mitterrand, le président de la République, était traité de traître et d'assassin. Une manifestation tout en haute en couleur, mais parfaitement organisée par le FPR, qui attendait par exemple l'arrivée de la presse occidentale pour faire chanter les gens, pour les faire avancer, pour les faire taper dans leurs mains. Alors, il y a aussi un détail qui était tout à fait intéressant. Nous sommes arrivés avec des journalistes anglo-saxons, américains, avec des journalistes, des photographes, et plusieurs personnes se sont dirigées directement vers moi en me disant « c'est vous le journaliste français ». Visiblement, ils avaient été parfaitement renseignés et s'est formé à ce moment-là autour de moi une espèce de nuée humaine qui a commencé non pas à me prendre à partie, mais à me poser des questions sur l'attitude du gouvernement français. La tension n'était pas très forte, ça n'était pas vraiment hostile, mais c'était quand même quelque chose.
Selon vos informations, et elles sont bonnes, il y a eu aujourd'hui à Kigali une réunion des responsables du FPR. Selon vous, qu'est-ce que ça peut préparer? Écoutez, c'est en voyant arriver et en voyant passer dans la rue les gardes du corps des hautes personnalités du FPR que nous avons déduit qu'une réunion avait lieu aujourd'hui à Kigali. Alors, une réunion, pourquoi faire? Il y a deux options en fait. Soit c'est pour parler de négociations, une option que j'écarterai, soit pour préparer les prochaines offensives en allant sur la route. Aujourd'hui, nous avons vu des voitures chargées de soldats qui montaient vers Kigali, c'est-à-dire vers le front, et d'autres qui en repartaient, c'est-à-dire ceux qui avaient combattu les jours précédents. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la situation sanitaire qui apparemment se dégrade d'heure en heure, sinon de jour en jour? Écoutez, alors la situation sanitaire est actuellement catastrophique à Kigali. Depuis 4 jours maintenant, il n'y a pas eu d'évacuation de blessés et la situation devient dramatique. Aujourd'hui, heureusement, un camion de la Croix-Rouge est arrivé, mais sinon il manquait de pansements, par exemple. Comme des obus sont tombés tout au long de la journée, pas beaucoup, mais quelques obus suffisent à créer l'instabilité. Les évacuations n'ont toujours pas pu avoir lieu, mais malgré ces obus, aujourd'hui, le CICR et l'ONU ont réussi à évacuer 70 blessés de l'hôpital de la Croix-Rouge vers l'hôpital King Faisal, qui est un tout petit peu moins surchargé. Merci infiniment Laurent Boussier pour ce témoignage en direct du Rwanda. À l'origine de ce nouveau drame effroyable que vivent les populations rwandaises depuis maintenant plus de 10 semaines, l'attentat encore mystérieux d'ailleurs visant l'avion du président rwandais, un attentat qui a donné en quelque sorte le signal des combats et des massacres qui auraient fait, on l'a dit, selon certaines estimations, environ 500 000 morts. On ne saura peut-être jamais exactement, puisqu'on l'a dit, les soldats français ont encore découvert de nouveaux charniers. Dans ce pays martyr, aucune ethnie n'a été épargnée par les massacres, ni les Hutus, largement majoritaires, ni les Tutsis, qui représentent environ 15% de la population et qui sont largement représentés dans les rangs du FPR. Rappel signé Dorothée Olyric. 200 000, 300 000 ou peut-être 500 000, impossible de donner le chiffre exact des victimes des 2 derniers mois de massacre au Rwanda. Mais à ce niveau, les chiffres ne signifient plus grand-chose et les images sont là pour témoigner. Alors, comment sont-ils arrivés là? A priori, Hutus et Tutsis ne constituent pas des ethnies différentes puisqu'ils parlent la même langue, ils ont la même religion et ont le sens d'appartenir à une même nation. Au Rwanda, on raconte encore une légende qui dit qu'il y a des siècles, il a été décidé que tout Rwandais qui posséderait plus de 10 vaches serait Tutsi, les autres seraient Hutus. Autre façon de dire que les uns étaient des seigneurs, les autres des paysans, comme le montre ce document d'archives. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Depuis la Première Guerre mondiale et jusqu'en 1959, toute l'histoire du Rwanda repose sur ce dualisme. C'est l'époque où les Belges administrent le pays et soutiennent les Tutsis, qui représentent alors plus de 10% de la population et dominent les 90% de Hutus. Mais en 1959, les Belges changent leur fusil d'épaule au nom des idéaux de la démocratie chrétienne. Ils se mettent à soutenir le peuple Hutu qui commence à cette période les premiers massacres des Tutsis. Il s'ensuit un exode de quelques 300 000 Tutsis vers l'Ouganda. Le 1er juillet 1962, le Rwanda Hutu devient indépendant et pour les Tutsis commencent 30 années d'humiliation, de massacres et encore d'exode. Aujourd'hui, ce sont les fils de ces exilés Tutsis qui forment le gros des troupes du Front patriotique rwandais. Et si la haine n'est pas ancestrale, le sentiment de vengeance est désormais bien présent. Depuis 1990, ils ont pu conquérir le nord du pays, mais l'objectif pour eux était de libérer la totalité du Rwanda. En 1993, pourtant, ils vont signer les accords d'Arusha qui prévoient un gouvernement d'union nationale. Mais la paix est fragile et il aura suffi d'un attentat et de la mort des présidents rwandais et burundais pour remettre le feu aux poudres. Avec nous sur ce plateau, 3 Rwandais qui vont nous faire part tout simplement de leurs sentiments sur le drame que vit leur pays et sur l'efficacité ou non de cette intervention française.
José Kabagema, qui est top modèle chez Cardin, qui est d'origine Tutsi et qui est fondatrice de l'association l'Alliance pour le Rwanda. Joseph Angarambe, qui est ancien fonctionnaire au Centre culturel français de Kigali, qui est d'origine Hutu, et un autre fonctionnaire de ce centre culturel, qui est lui d'origine Tutsi, Charles Rubaguyima. Je voulais simplement vous demander comment vous réagissez à toutes ces images d'horreur que nous venons de revoir une nouvelle fois. José. Eh bien, les images d'horreur maintenant, elles sont absolument démentielles et c'est vrai que pour moi qui suis une Française d'origine rwandaise, ça a été atroce de pouvoir regarder ça sans pouvoir rien faire et de voir que les instances internationales ne faisaient rien du tout et ne bougeaient pas et que donc nous avons été obligés, nous, finalement, de faire une association pour pouvoir aider les gens sur place. Et puis maintenant, bon, les Français interviennent, peut-être que les choses vont s'arranger, mais pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'atroce, étant donné que c'était quelque chose de prévu depuis très longtemps, avec les listes de personnes à tuer, avec la carte d'identité, avec la mention de l'ethnie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu éviter parce que moi, je crois qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous n'avons pas pu le faire et maintenant, c'est... Et vous aidez tous vos compatriotes, quelle que soit leur origine ethnique? Ah oui, quelle que soit leur origine, parce que vous savez, quand on voit les massacres de personnes, on ne peut pas tout de suite se dire c'est un Hutu, c'est un Tutsi. Tout le monde a souffert beaucoup dans ces événements-ci, étant donné qu'on a tué surtout les modérés et qu'on a tué aussi les Tutsis de toute façon. Et c'est toutes les personnes qui étaient pour la démocratie, qui voulaient qu'il y ait un changement au Rwanda. Et c'est ça qui nous a surtout qui nous a beaucoup effrayés, qui nous a beaucoup mis très très mal en fait. La question s'adresse aux deux hommes qui sont à vos côtés également, l'un, je le disais, d'origine Tutsi, l'autre Hutu. On a beaucoup de difficultés en France à comprendre ces haines absolument extraordinaires qui opposent ces ethnies depuis des dizaines d'années. Comment vous réagissez, vous qui avez de la distance, puisque vous vivez maintenant en France? Vous parlez de moi? Oui, mes compatriotes, en fait, Joseph Ngarambe, il est Hutu. Lui, il a travaillé dans un parti d'opposition au Rwanda et il a été évacué le 12 avril. Et donc, il a une expérience à vous. J'ai effectivement été évacué le 12 avril. C'était l'ambassade de France qui m'a évacué. Pour moi, je viens de regarder l'horreur, je l'ai vécu, mais je pense que le problème est toujours mal posé jusqu'à aujourd'hui. Il faut le poser comment alors? Ce n'est pas un problème entre Hutu et Tutsi comme d'aucuns ont tendance à l'affirmer. Il s'agit d'un problème politique. Il s'agit d'un problème politique. Évidemment, les Tutsis ont été pris comme des boucs émissaires et c'est le langage que le monde pouvait comprendre, c'est ça qu'ils ont pris comme élément. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes favorable à l'intervention des Français là-bas actuellement? Ce n'est pas une affaire d'être favorable ou non, c'est que ça paraît indécent au vu des antécédents français au Rwanda. Ils ont fortement soutenu le régime en place, lequel régime en fait ne s'est mis à faire des massacres que pour se maintenir au pouvoir. Alors avec ça, ça risque de compliquer le problème. Merci pour ce témoignage. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct de sa mairie de Fréjus, François Léotard, le ministre de la Défense, qui est toujours avec nous. Monsieur le ministre de la Défense, la pureté, entre guillemets, des intentions françaises avait été largement mise en doute avant le déclenchement de cette intervention, y compris chez nos très proches alliés européens ou américains. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant de les avoir rassurés ou est-ce que vous sentez une évolution politique? Je crois que cette évolution est en train de se faire. Nous avons des contacts permanents avec nos partenaires de l'UE notamment et avec les Américains. J'ai eu moi-même plusieurs de mes collègues ministres de la Défense européens et peu à peu, il apparaît d'abord qu'ils vont nous aider en termes logistiques ou de santé, en matériel de santé, et ensuite que politiquement, ils soutiennent ce qui est notre thèse, l'idée simple que nous ne sommes là qu'en attente, en relais de l'arrivée de la MINUAR 2, c'est-à-dire de la force des Nations Unies. Et je crois que c'est la position de la France. Alors peut-être faut-il l'expliquer encore davantage, mais nous n'avons aucunement l'intention de rester. Nous n'avons aucunement l'intention d'accomplir des actes militaires, je le rappelle une nouvelle fois si c'était nécessaire. Nous sommes là parce qu'il y a eu en France et dans le monde, et à juste titre, une très grande émotion à partir de ces massacres, et que nous considérions qu'un génocide en 1994, parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait, la communauté internationale ne pouvait pas l'accepter.
Nous avons regretté d'être un peu seuls à le faire au début. Je crois que maintenant, un certain nombre de pays, dont des pays africains, parce que c'est là la clé, un certain nombre de pays nous rejoignent, eh bien, j'espère qu'ils seront nombreux petit à petit. Nous avons l'assurance d'avoir des Sénégalais qui demain pourront participer à l'opération, des Guinéens, je l'espère dans quelques jours. Nous souhaitons que les Africains eux-mêmes puissent à l'avenir gérer ce type de conflit, ce type de crise. C'est d'abord bien sûr leur responsabilité. Nous n'avons aucunement l'intention de nous substituer à eux. Merci Monsieur le Ministre de ce témoignage, encore une fois, en direct de Fréjus.